Voilà, chers professeurs, chers docteurs, chers doctorants, mesdames, messieurs, c'est évidemment un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et surtout vous dire que j'avais un doute en arrivant ce matin, donc je ne suis pas arrivé ce matin, mais en étant là ce matin, je me suis dit quand même un parterre de professeurs de qualité, que fais-je ici, où vais-je, dans quelle étagère, etc. Vous connaissez, mais quand même j'ai retenu et retrouvé des mots que je connaissais: action, co-construction, outils, instrumentation, validation par les acteurs, avec les acteurs, créer de la connaissance, double boucle, etc., etc. Je me suis donc dit que j'étais au bon endroit. Ça, c'était l'accroche, puisque le professeur Kalika nous a demandé une accroche. J'en ai prévu une deuxième. Vous avez peut-être reçu ce document que j'ai demandé expressément à Caroline de vous adresser, puisqu'il y aura une interro surprise à la fin de ma présentation. Ce document nous apprend quelque chose de très intéressant. Et avant de l'aborder, le sujet, la thèse que j'ai soutenue le 10 juillet de cet été, lors de cet été, donc la tétranormalisation et management stratégique du territoire, le cas du Grand Genève, un sujet qui m'a passionné pendant près de 3 ans. Et comme vous le voyez, je suis directeur financier à la République et canton de Genève, donc dans le secteur public. Et comme vous pouvez m'imaginer, ma thèse va donc porter sur des questions non pas de finance, mais de management stratégique. Et donc, la question, tout de suite, pour revenir au document que le professeur Kalika, pour l'accroche que le professeur Kalika nous demandait, le professeur Kalika nous a demandé de ne pas parler directement sur la première slide, donc je ne parle pas, je vous laisse lire, je commenterai ensuite. Petite animation, tout simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que la région que j'habite, celle de Genève, se trouve en fait dans une grande agglomération transfrontalière, une agglomération d'1 million d'habitants qui connaît des passages aux frontières extrêmement importants de 550 000 personnes par jour, c'est-à-dire autant qu'il y a d'habitants au Luxembourg. Ça paraît absolument incroyable. Eh bien, tout cela pour vous dire que ce Grand Genève, qui est un territoire transfrontalier, qui connaît des normes différentes, des pratiques différentes, génère des comportements qui sont parfois peu compatibles, voire totalement contradictoires. Les guerres de co-construction transfrontalière deviennent vite des guerres franco-suisses, franco-françaises, parfois helvético-genevoises, enfin vous imaginez tous les cas de figure. Et en fait la question que je me suis posée était finalement de savoir comment dépasser ces contradictions pour réussir en termes managérial ou managériaux au pluriel, cette construction. Puisque qu'est-ce que j'observe? J'observais tout simplement des difficultés de construction, encore une fois en raison de ces normes, surtout des logiques d'acteurs différentes, distinctes, qui ne permettaient pas d'aller plus loin. C'est-à-dire on se met d'accord autour de la table, en général ce sont les élus. Ensuite, on envoie à l'administration, ça devient un peu plus lourd par gradation, et finalement on n'arrive à rien. Et qu'est-ce qui se passe? Ça coûte cher. Et on a une co-construction limitée, voire un risque d'impasse. Donc, c'est-à-dire que vous lancez quelque chose qui ne mène à rien et qui coûte très très cher. Comme ça, je fais le lien avec ma préoccupation première, les finances. Donc le Grand Genève, voilà, pour situer, petite illustration, au cœur sur votre gauche la France, à droite la Suisse, le canton de Vaud en orange, etc. Voilà, donc des partenaires qui ont chacun des logiques différentes et des besoins différents. Alors ça c'est le plan de présentation de ma thèse, je ne vais pas la refaire, je vais simplement parler des recommandations, des résultats bien entendu de la recherche. Alors la problématique telle que je l'ai posée était finalement celle de savoir comment mettre en œuvre ce management stratégique, autrement dit comment mettre d'accord des gens qui presque par définition ne sont pas d'accord, quel intérêt en commun peuvent-ils avoir de construire cette agglomération malgré ces normes qui sont divergentes, contradictoires. Et j'ai posé une hypothèse de mon point de vue audacieux, mais soufflé par mon directeur de thèse, que je remercie, le professeur Bonnet, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui.
Donc il m'a dit, intéressez-vous un peu à l'apprentissage en double boucle. Vous savez, le simple boucle, aussi Argyris, etc. Ah bon, vous connaissez Argyris? Bien entendu que je connaissais Argyris. Donc j'ai commencé par lire un certain nombre de publications afin de savoir de quoi on parlait. Et je me suis retrouvé tout à fait dans cette approche d'Argyris, selon laquelle finalement chacun se replie, se protège derrière ses normes et essaye surtout de ne pas faire autre chose, parce que ce serait dommage de progresser. Alors je déteste qu'on fasse du surplace et qu'il n'y ait pas d'évolution, donc évidemment que j'étais très intéressé par cette approche. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit comment démontrer cette recherche. Je me suis donc basé sur une analyse calimétrique au sens du management socio-économique, donc qualitatif, quantitatif, financier, afin d'observer, enfin d'analyser 10 cas, donc 10 cas réels transfrontaliers que je connais, sur lesquels je travaille au quotidien dans le cadre de mon activité, et d'appliquer un effet miroir, c'est-à-dire une restitution aux acteurs, et non pas une recherche sur des acteurs, mais une recherche avec des acteurs, c'est-à-dire en leur restituant le résultat de ma recherche. Alors, de manière globale, les théories mobilisées, la théorie socio-économique, la théorie de la tétranormalisation, la recherche-intervention, puisqu'il s'agit véritablement d'une recherche-intervention avec l'intention vraie, véritable, d'intervenir dans l'entreprise afin d'améliorer ce qui peut l'être. Et enfin, la théorie de l'apprentissage organisationnel dont j'ai déjà parlé. Le terrain sur lequel j'ai effectué ma recherche, alors pour resituer, vous avez compris, je travaille dans un département du canton de Genève et je n'avais pas accès évidemment à toutes les données de tous les partenaires, ce qui aurait nécessité probablement beaucoup de chercheurs, une équipe, un laboratoire, des structures, etc. Donc modestement, j'ai effectué ma recherche au sein de mon département. Grâce à ma position dans l'entreprise, j'arrive à avoir pas mal de données, ce qui est assez intéressant. Et puis, vous voyez deux aspects. D'une part, une recherche préalable, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi, et le cœur de la recherche. La recherche préalable, qui s'adresse à des cadres supérieurs du département, en charge de l'environnement, de la mobilité, des transports. Je leur ai posé la question de manière très simple au début, de manière non directive, qu'est-ce que l'environnement? Alors c'est assez intéressant d'obtenir des réponses totalement et diamétralement opposées entre des collaborateurs et des cadres qui travaillent pour un même département chargé d'environnement. Tout simplement parce que chacun applique sa propre législation, donc à ses propres façons de fonctionner, ses propres outils également. Et pour l'anecdote, ce qui était intéressant, c'était donc on me pose la question de savoir, mais finalement, pourquoi est-ce qu'un financier s'intéresse à l'environnement? Ça, c'était une vraie question de recherche. Peut-être que ça donnera lieu à une publication ultérieure. Mais en tout cas, j'ai pu mener cette enquête grâce au logiciel Sphinx Déclic, Seferer, donc une enquête online, très très accessible, très abordable, facile à utiliser, et qui a d'ailleurs fait plaisir à ces cadres supérieurs qui m'ont dit « c'est la première fois qu'on me pose ce genre de questions ». Évidemment, ce sont des fonctionnaires, ils ont un cahier des charges, ils ont un travail effectué, on ne leur a pas demandé ce qu'ils pensaient de l'environnement. Donc j'ai obtenu un certain nombre d'informations assez intéressantes sur finalement ce qu'est l'environnement, question qui n'avait jamais été posée. Voilà, c'est comme ça. Et alors le cœur de la recherche, c'est l'essentiel. C'est cette analyse calimétrique que j'ai effectuée avec, encore une fois, les chefs de projet, qui sont donc les porteurs de projets, qui développent ces projets transfrontaliers, afin d'identifier dans quelle mesure nos divergences normatives avaient un coût, c'est-à-dire empêchaient de construire cette agglomération. Et ils se sont pris au jeu, je les ai fait bosser, hein, je le dis sans gêne, et c'est comme ça, avec une forme d'intelligence collective, que j'ai réussi à obtenir les résultats que je vous présenterai dans un instant. Très rapidement sur la méthodologie, donc 3 phases, une observation participante, je note les années 13-14, mais en réalité je travaille dans le département depuis 2003, donc l'observation, la période réelle d'observation est beaucoup plus longue, de l'ordre d'une douzaine d'années.
Cette enquête environnement, alors menée tambour battant, vous voyez, en 2013-2014, mais encore une fois très facile à mener et surtout grâce à l'appui du Sphinx Institute pour l'analyse de données, puisque je n'avais pas de connaissances particulières dans le domaine. Ce qui m'a permis d'accéder d'ailleurs à un domaine que j'ignorais en fait, le domaine de l'enquête appliquée. L'analyse calimétrique, alors là aussi tambour battant en 2014, donc l'identification de cas. Alors l'identification est facile pour moi, ce sont des cas qui existent. En revanche, savoir comment les présenter, comment les élaborer, quelles questions poser à ces interlocuteurs, donc les praticiens, afin en réalité de construire des tableaux de bord. C'est bien le but d'un DBA, c'était peut-être de créer de la connaissance, mais aussi qu'il y ait un retour. Alors on parlait ce matin de retour sur investissement, mais un retour tout court, c'est-à-dire au moins qu'on me pose la question de savoir, mais finalement, qu'avez-vous découvert, à quoi sert votre DBA? Alors les résultats, je les ai mis de manière extrêmement, on va s'arrêter un instant, de manière extrêmement synthétique. Ce qu'il faut comprendre donc sur l'axe vertical, c'est l'analyse calimétrique, donc approche socio-économique, qualitatif, quantitatif, financier, coût-performance caché, et une évaluation, modestement, de gains. Alors, très rapidement, des gains qualitatifs, qualité de vie, qualité de l'environnement, nature, paysage, eau, etc., etc. Alors, quelques exemples pour illustrer ce cas. D'abord, pourquoi l'environnement? Je travaille dans le domaine de l'environnement, mais pourquoi est-ce que l'environnement pose un problème? Prenez l'exemple d'une masse d'air. Une masse d'air est strictement la même sur la région de Genève, du Grand Genève. Ce n'est pas une masse d'air vaudoise, genevoise ou française, quoique. Généralement, quand il y a un problème de pollution, on dit que c'est la faute du voisin. Ça, c'est classique. Sauf que les mesures que nous avons, 180 stations à travers le territoire genevois uniquement, ne nous disent pas la même chose. Or, les normes, le seuil d'alerte, par exemple, les Français posent leurs voitures quand nous les posons plus tard. Peut-être que nos voitures sont plus propres, ou alors peut-être que les Français sont plus prudents. Bon, ce sont d'autres questions. Mais en réalité, si les deux partenaires ne travaillent pas de la même manière, eh bien en fait le résultat n'est pas bon. Donc comment dépasser ce raisonnement en simple boucle, ce raisonnement qui consiste à dire j'applique mes normes et le reste je m'en fiche, comment le faire? Donc, eh bien finalement en dépassant ces contraintes normatives, en faisant la démonstration par ces cas auprès de mes partenaires qu'ils avaient tout intérêt à travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. Je vous parlais de guerre franco-suisse ou franco-française parfois. Vous avez le problème du millefeuille administratif qui est encore une autre question en France. Et bien finalement, on voit émerger des gains qualitatifs de type, encore une fois, cours d'eau. Alors le cours d'eau, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années en réalité, mais qu'on ne met pas en avant parce que précisément, c'est pas intéressant. Ça, c'est une leçon aussi en gestion, c'est qu'en général, quand un truc marche bien, on ne sait pas le vendre. Dans le domaine public, d'abord, ça ne rapporte pas d'argent, c'est un truc qui marche. On s'intéresse plutôt à ce qui ne fonctionne pas. Donc, des avantages, des gains qualitatifs sur l'environnement, la qualité de l'air, la qualité des cours d'eau, et c'est quelque chose sur lequel on doit se battre. Les coûts d'assainissement d'eau suisses et français ne sont pas du tout les mêmes coûts. Comment se mettre d'accord sur un même traitement en se partageant ces coûts, et finalement les gains peuvent être ensuite recyclés dans d'autres projets. Tandis que normalement chacun gère ses projets dans son coin. Quantitativement, c'est la traduction des gains qualitatifs. J'ai mesuré et que j'ai fait contrôler par des scientifiques du département, qui sont donc des docteurs. Ce sont des éléments qui permettent de mesurer la baisse d'émissions, de polluants, ce genre de choses, etc. Au niveau financier, c'est la traduction de tous ces gains par des synergies, par des constructions communes, le traitement commun de problèmes que nous avons. J'ai pu modéliser ensuite ces résultats, essentiellement en construisant 2 tableaux de bord, dont un anti-tétranormisation, le but étant d'arriver vers les partenaires et de leur dire, voilà, analysez vos projets sous cet angle-là, et vous verrez que vous aurez des gains, j'ai la démonstration, ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à présent. Les limites, je passe très rapidement, c'est ce que j'avais présenté lors de ma soutenance. Les apports, l'émergence de nouvelles données, des données inexistantes jusqu'à présent, un nouveau champ de recherche, le territoire très très important, en tout cas de ce que j'ai pu vivre.
Et puis, je dirais des impacts directs dans l'entreprise, la chasse aux coûts cachés. On m'a dit, c'est intéressant ton truc, on n'avait jamais vu les problèmes sous cet angle-là. Vraiment une grande satisfaction à titre personnel. Ensuite, la poursuite, bien entendu, de cette démarche. C'est ce que j'essaye de faire avec mon bâton de pèlerin. Et enfin, ce que je dirais, pour terminer, c'est que si cette construction, ce cas du Grand Genève a été traité jusqu'à présent en termes d'aménagement du territoire, passons maintenant au management du territoire. Je vous remercie.